Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. On est ici donc dans le corridor de l'entrée qui nous mène vers le 9e. On a les magnifiques vitrines qui ont été aménagées par Jacques Carlu lors de l'aménagement. Oh, on peut rentrer dans le 9e enfin. Oh mon Dieu. On va pleurer, je pense. Ben, peut-être. Non, mais c'est impressionnant, c'est pas? Oh mon Dieu, là, c'est la monumentalité, je pense, qui est... Mais il y a toujours les photos que moi je connais sont toujours stagées. Donc, Ouais. c'est sûr, il y a toujours un effet, tu sais, on va choisir le meilleur angle. Oui. Mais n'empêche que c'est les matériaux, je pense, qui sont impressionnants, puis la lumière. La lumière, hein, vraiment. Ouais. C'est un éclairage indirect qui a été choisi ici. Est-ce que c'est de la fenestration qui donne sur l'extérieur ou il y a... De ce que j'ai eu la chance de rencontrer Georges Drolet, puis il me racontait qu'en fait, il y a tout un jeu d'éclairage, oui, de l'extérieur, mais aussi une possibilité d'illuminer, en fait. Il y avait des lumières qui étaient installées pour, justement, le soir, pour continuer à donner cette espèce d'effet. Donc, c'était vraiment, c'est ça, pour le lunch, mais j'imagine un peu pour le soir aussi, lors des événements. Ah, c'est vraiment... Ah non, c'est vraiment un lieu unique là, dans sa conception. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Maude Bouchard-Dupont, historienne et animatrice. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette entrevue sur les ondes de Radio Ville-Marie pour cette édition hebdomadaire de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Maxime de Andrade, doctorante en histoire de l'art. Pour réaliser ce doctorat, notre invitée a consacré les 5 dernières années à des recherches approfondies sur le Hilton et son fameux restaurant inauguré en 1931, le 9e. Pour l'occasion, nous avons choisi d'enregistrer l'entrevue ici même au 9e étage du Centre Hilton, véritable chef-d'œuvre de l'art déco. Ce lieu a récemment réouvert ses portes en tant que restaurant et espace événementiel, et cela après 25 ans de fermeture. J'en profite pour remercier chaleureusement Olivier Hoffman, qui est directeur des événements ici au 9e, de nous accueillir en ces lieux presque mythiques. Je tiens aussi à remercier Héritage Montréal pour m'avoir permis de rencontrer notre invité il y a maintenant quelques mois. Héritage Montréal collabore directement à l'organisation de cette entrevue aujourd'hui en tant que partenaire de diffusion. Bonjour Marie-Maxime. Bien, bonjour Maude, puis merci de me permettre de visiter ce lieu magnifique. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. Je suis tellement heureuse d'être avec toi ici au 9e. Après 5 ans de recherche qui t'a amené à voyager à Paris, à Toronto, à passer des centaines d'heures à lire, à analyser les archives, quel est votre sentiment aujourd'hui, vos premières impressions en entrant au 9e? Bien, c'est un peu... oui, c'est monumental, en fait. C'est sûr que moi, je le connaissais énormément en noir et blanc, ou comme je disais, les photos des années 80. Mais là, de le voir en vrai, c'est comme si ça prend vie, en fait. C'est vraiment un lieu des années 30 dans toute sa monumentalité, dans son faste aussi. C'est l'utilisation des matériaux. Parfois, la photographie, ça rend pas justice, justement, aux différents reflets qu'on peut aller voir. Puis c'est vraiment ça, c'est le propre du style qu'on a dans cette salle-ci. C'est les miroirs, la lumière, tout ça, ça crée la magie du lieu parce que c'est au-delà d'être qu'un style architectural ou qu'un style décoratif, c'est aussi une atmosphère qu'on essaie de créer. Puis c'est vraiment ça, je pense, qui nous prend là, quand on rentre dans la salle. La monumentalité et puis les différentes textures et la lumière. Hein, voilà. Toute une expérience. Hein? Il n'y a rien comme être sur les lieux pour vraiment prendre l'ampleur, la monumentalité, surtout ici dans un lieu aussi intéressant que le 9e. Oui, certainement. Puis surtout, c'est un lieu auquel on a, de la rue du moins, on n'a pas accès, puis on n'a pas idée aussi de la taille, de la hauteur, en fait, du lieu. Donc là, de venir le voir, vraiment, c'est sûr que, comme je disais, moi, j'ai une impression dans les photos d'archives, puisque toujours les photos, il y a une mise en scène de l'architecture, que j'avais l'impression que le lieu était peut-être plus haut
que ce qu'il est en réalité. Par contre, de l'extérieur, c'est sûr qu'il y a un Montréalais qui n'est pas comme moi, qui marche dans la... qui n'étudie pas le 9e depuis maintenant plus de 5 ans, n'a aucune idée que ça existe puis que c'est un peu juché comme ça en haut de la ville parce qu'on est vraiment là. En plus, on a une superbe vue sur Montréal un peu partout. C'est assez exceptionnel. Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au 9e durant votre parcours académique? Quels aspects méritaient d'être plus approfondis selon vous? La recherche au moment où est-ce que vous avez abordé le sujet était rendue à quel niveau? Qu'est-ce qui méritait d'être plus approfondi selon vous? Bien, en fait, moi, mon intérêt pour Eaton part de ma maîtrise où j'avais étudié les grands magasins de Montréal. Puis là, c'est génial parce qu'on voit en fait on voit le magasin Morgan qui est juste à côté. Donc, j'avais étudié dans le cadre de ma maîtrise les expositions d'art présentées par les grands magasins montréalais, puisque les grands magasins montréalais s'étaient dotés de galeries d'art. Morgan depuis 1900, et puis quelque chose qui s'est répandu autant chez Ogilvy que chez Eaton aussi quand il arrive à Montréal. Et donc, en regardant la programmation de ces différents grands magasins-là, j'avais vu que celle d'Eaton était particulièrement riche. Bon, Eaton, on va en parler, mais arrive tardivement à Montréal comparé au lot des autres grands magasins qui existaient. Et puis, mais n'empêche que quand l'entreprise torontoise arrive à Montréal et s'implante dans la métropole, ils y vont en grande force avec leur programmation culturelle. Et ça passe, entre autres, avec se doter d'une galerie d'art au 5e étage. Et c'est donc dans cette galerie d'art-là qu'il y avait cette programmation, comme je dis, qui était assez intéressante, autant du point de vue des beaux-arts, de ce qu'on appelle l'art académique, donc de la peinture. On dit qu'il va y avoir des Rembrandt. Bon, c'est des reproductions, mais n'empêche, on veut éduquer le public montréalais, nous, ici, chez Eaton. Ouais, c'était leur mission pédagogique. Exactement. Puis, ils vont avoir des expositions qui sont très intéressantes aussi du point de vue de l'art qui est contemporain à l'époque, donc de l'art moderne des années 20 et 30. Ça va être un lieu qui va permettre aux artistes qui ont peu de lieux d'exposition, les artistes montréalais, vont pouvoir exposer leur travail chez Eaton. Puis ça, c'est intéressant en soi, puisque annuellement, là, à partir de l'ouverture de la galerie, ils vont offrir la possibilité aux artistes, ils vont offrir une exposition minimum par année, qu'ils appellent l'exposition des artistes de la province de Québec. Donc moi, c'est dans ce cadre-là que j'avais vu ce magasin l'espèce d'effervescence, en fait, qu'il y avait autour de ce magasin dès son arrivée, puis surtout son effervescence culturelle. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément, de regarder un peu comment des considérations esthétiques, des considérations artistiques sont traduites auprès du public, donc dans la vie quotidienne, donc entre autres par cet univers de la consommation qui est le grand magasin. Et puis, en approfondissant évidemment mes recherches, en voulant faire un doctorat, j'ai vu qu'Eaton, cette ambition qu'ils avaient dans leur galerie est évidemment traduite dans d'autres initiatives qu'ils ont eues dans le magasin, puis notamment par le 9e, là, par l'emploi des différents artistes et créateurs là, dans ce lieu. Donc, on en a parlé un petit peu, mais avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, on va se remettre un peu en contexte pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de venir magasiner chez Eaton avant sa fermeture en 1999. C'est quoi Eaton? Et plus précisément, c'est quoi Eaton dans les années 20 et 30 quand il s'installe ici à Montréal? Oui, donc Eaton, c'est une entreprise torontoise qui est fondée en 1869 par Timothy Eaton, qui est un homme d'origine, qui vient d'Irlande du Nord. Donc, il s'installe au Canada en 1854. Puis là, lui, il a le projet de se lancer en affaires. Donc, il va ouvrir un premier magasin il va éventuellement ouvrir un magasin sur la rue Yonge à Toronto. Et puis, de là va naître la plus grande chaîne de magasins à rayon qu'on n'a jamais eue au Canada et qui, comme tu viens de le mentionner, a fait faillite en 1999. Donc, oui, donc on dit qu'Eaton, c'est ça, c'est vraiment un géant de la vente de détail. Je pense qu'il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui au Canada, et je parle d'entreprise canadienne, qui est comparable à ce qu'était Eaton jadis. On dit que les travailleurs d'Eaton dans les années 30, ça représente 11 % de l'ensemble des travailleurs et travailleuses du secteur de la vente de détail au pays, ce qui est énorme juste pour un employeur là, en soi. Puis Eaton, c'est une entreprise commerciale qui est éminemment lié aussi à, comme je laissais sous-entendre, à l'histoire du pays, donc du Canada, va se revendiquer comme un peu
une figure de proue de c'est quoi l'identité canadienne moderne, à un point que Eaton, c'est une entreprise qui est éminemment présente dans la culture populaire. On le retrouve, c'est un symbole qui est utilisé beaucoup dans la littérature. On le retrouve, on en fait mention dans Anne et la Maison Pignon Vert, dans l'œuvre de Gabriel Roy aussi, même dans l'œuvre de Michel Tremblay, où c'est vraiment un lieu qui a marqué des générations. Ça faisait vraiment partie de la vie et des Canadiens. C'est pour ça que je parle d'Anne et la Maison Pignon Vert, autant dans les Maritimes que même jusqu'au Manitoba et en passant évidemment par Montréal. Puis Eaton, donc c'est une entreprise géante, mais c'est aussi éminemment associé aux membres de cette famille qui vont la porter, puisque c'est une entreprise familiale du début à la fin. Et ça, c'est assez fou en soi. Et puis, ces personnages sont connus du public canadien. Timothy Eaton, le fondateur, est tellement connu qu'à sa mort, il y aura 2 statues de lui qui vont être faites et qui vont être offertes aux magasins de Winnipeg et de Toronto, qui sont à l'époque les plus gros magasins de l'entreprise. Puis les gens avaient tellement une grande proximité là, qu'on dit à Winnipeg, les gens venaient toucher, puis à Toronto, le soulier de M. Eaton pour la bonne chance. Puis il venait tellement souvent que le bout était tout lustré, en fait. Bien sûr. Voilà, donc c'était vraiment des personnalités qui étaient connues. Moi, j'ai retrouvé dans la presse écrite, par exemple, tous les voyages de Lady Eaton, de son mari, vont être répertoriés comme faisant partie des événements mondains dignes d'intérêt, là, que ce soit à Montréal comme à Toronto. Donc, c'est vraiment une famille qui est super connue. Puis aussi, l'entreprise, elle est connue aussi pour ses valeurs un peu qu'elle porte. Donc, qui sont l'honnêteté, l'intégrité et la bonne volonté. Et donc, ils vont instaurer des politiques d'achat à partir de ces valeurs-là, comme good, satisfactory or money refund. Donc, en fait, les gens vont pouvoir ramener tout ce qu'ils achètent chez Eaton si ça leur plaît plus. Donc, c'est aussi, entre autres, ce genre de... Au début, c'était très innovateur au 19e siècle, mais c'est ce qui a un peu porté à la perte de l'entreprise éventuellement, parce qu'il y a des gens qui revenaient avec des tapis après 2 ans, tu sais, puis des choses complètement, aujourd'hui, qui nous semblent complètement folles. Mais à l'époque, c'est ce que les gens faisaient parce que vraiment, l'entreprise se présentait comme honnête et donc on assurait cette politique d'achat-là jusqu'au bout, même plusieurs années après l'achat. Incroyable. Donc, c'est assez exceptionnel, oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire les aménagements de l'édifice Eaton ici à partir de 1927? Ouais. Comment va s'inscrire le 9e dans cet aménagement-là? Est-ce que vous pouvez nous décrire aussi l'espace du 9e pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu la chance encore de venir voir un tour? Oui, donc peut-être pour revenir sur Eaton à Montréal, donc on l'a mentionné en début d'entrevue, Eaton arrive à Montréal en 1925, donc tardivement. Il y a déjà beaucoup de grands magasins dans la ville. Il y a Morgan, il y a son grand rival de Toronto, Simpson, il y a Dupuis Frères du côté des francophones, il y a Ogilvy. Donc vraiment, il y a déjà toute une compétition, mais il arrive en grand. Ils ont les moyens, de toute façon, comme je l'ai dit. Ils sont en politique d'expansion, là. Ils sont Oui, exactement. Et puis, on dit qu'ils détiennent dans les années 30 7 des parts du marché de la vente de détail. Donc, c'est énorme, Eaton. Donc, ils arrivent avec les moyens de leurs ambitions. Ils vont acheter le grand magasin Goodwin, qui était à l'emplacement d'où on est aujourd'hui, un grand magasin qui avait une très belle réputation, qui était en place depuis 1911. Et puis, voilà. Donc, Eaton achète ce grand magasin. Et puis, la passation se fait automatiquement, c'est-à-dire que la transition de l'un à l'autre. Et puis, rapidement, quelques semaines, quelques mois plus tard, Eaton annonce des travaux d'envergure. Donc, les travaux du magasin tel qu'on le connaît aujourd'hui, moyennant la partie là, à l'arrière, se font en 2 temps. Donc, à partir de 25, on rentre dans une première phase de travaux qui va se terminer en novembre 26. Donc, le magasin va faire 6 étages. C'est une façon pour Eaton d'harmoniser tous les bâtiments parce que Goodwin était un peu disparate. C'était vraiment
l'archétype des grands magasins où il y a eu une expansion graduelle, où on a acheté des lots et puis on a greffé des bouts. Puis là, donc, il y a une harmonisation et puis ce qui va donner naissance aussi à l'architecture là, extérieure qu'on voit qui est réalisée par la firme d'architectes montréalaise Ross & McDonald. Et donc, le magasin aura 6 étages avec un sous-sol. Et ensuite, la seconde phase de travaux qui, elle est de 1929 jusqu'à 1931 et qui, dans laquelle comporte la salle du 9e étage, qui est un peu le joyau qui vient couronner le projet d'Eaton, de son implantation dans la métropole. Puis il faut voir ça un peu comme Eaton, il n'y a personne qui a de lieu comme ça. Il n'y a aucun personne, c'est-à-dire aucun autre de ses compétiteurs n'a quelque chose à offrir qui soit semblable en termes de... C'est très, très progressiste pour l'époque d'offrir une salle à manger de ce style-là, surtout à Montréal. On dit que le goût des Montréalais des Montréalais et des Canadiens, là, puisque quand on parle d'études, on parle d'une entreprise canadienne, est assez conservateur, puis surtout dans l'aménagement. Mais on fait le pari que dans un lieu public comme ça, ça va attirer les gens, en fait, et puis ça marche éminemment bien. Et donc, voilà, c'est ce lieu qui, en fait, est le 9e, tout lequel je parle du 9e. On y arrive. Oui. Donc, c'est un lieu où il y a même des ascenseurs express qui nous permettaient d'y accéder. Et donc, pour y aller directement, on venait manger chez Eaton, surtout pour le lunch, puis prendre le thé l'après-midi. Et donc, on y accède par ces ascenseurs. Et puis, c'est vraiment... un étage complet. Le 9e, ce n'est pas que la salle à manger, c'est tout. Les salles de toilette, tout, en fait, a été vu par Carlu. C'est vraiment un projet complet. Et donc, on arrive des ascenseurs et on rentre dans ce qu'on appelle le foyer promenade. Donc, un peu comme on irait sur une passerelle de bateau. Donc, on arrive et puis on a une vue panoramique de Montréal, hein, exceptionnelle, un peu comme justement, c'était ça l'idée, en fait, c'était ça l'inspiration. On est sur le pont d'un navire, d'un grand navire de luxe, parce que, évidemment, on veut en mettre plein les yeux de la clientèle, c'est ça l'idée, on les attire dans notre magasin, ils viennent manger, mais c'est aussi en espérant qu'ils vont aller acheter quelques petites choses sur leur chemin. Et donc, on arrive dans ce lieu, puis tout le mobilier, tout l'éclairage est fait pour diriger justement notre regard vers la ville, donc vers cette expérience d'être... cette expérience qui s'apparente à être celle sur un paquebot luxueux. Et voilà, donc tout est dans l'horizontalité de la promenade. Ensuite, ben, ça nous amène dans le foyer central avec sa coupole. Et puis là, au niveau de... En fait, ce qui est intéressant, puis on en parlait juste avant, c'est que la salle, on a l'impression, dans les photographies qui ont été prises d'époque, que la salle, on y rentrait dans l'axe, en fait, aligné avec les toiles de Natacha Carlu. Mais en fait, c'est faux. On y rentre dans son horizontalité. Et justement, parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble, en fait, du lieu. Et donc, on arrive dans cette salle, comme tu disais, où il y a deux niveaux. Donc, on arrive au plus bas niveau, puis il y a 3 petites marches qui permettent aux gens d'aller un petit niveau supérieur, qui, d'ailleurs, ce petit étage-là permettait aussi, lors d'événements particuliers, d'installer une scène. Et donc, voilà, on arrive dans ce lieu magnifique d'art déco. Parfait. Qu'est-ce qui a poussé Eaton à se doter d'un restaurant comme ça? On sait que Montréal a été fait parallèlement à celui de Toronto, qui a été terminé un petit peu avant, si je ne me trompe pas. 1930. Quelles ont été les inspirations pour... tu en as déjà un peu parlé, mais quelles ont été les inspirations générales pour ici Montréal et du côté de Toronto aussi? Bien, on peut mettre les deux en relation puisque c'est le même architecte puis c'est le même projet. Donc, Eaton, c'est une compagnie qui n'est pas canadienne, donc ils voient ces deux projets-là ensemble, quoique je suis convaincue que le magasin de Montréal était un projet original en soi où on a tenté de faire quelque chose à Montréal. On a voulu distinguer le magasin de Montréal qui devient un des magasins bijoux un peu de l'entreprise, malgré qu'ils viennent après, que ce magasin-ci vienne après bien d'autres magasins. Donc, Eaton a fait construire en 1905 un magasin à Winnipeg qui est le plus gros grand magasin que le Canada ait jamais connu, mais ils ne vont pas avoir des ambitions décoratives autant qu'ils en auront à Montréal. Montréal, c'est la métropole aussi, donc
asseoir son influence et son importance culturelle à Montréal pour une entreprise torontoise, c'est très, très important. Et c'est pour ça c'est moi qui avance ça, mais c'est-à-dire c'est pour ça qu'ils vont vraiment tout miser sur ce magasin-ci et c'est pour ça qu'ils vont aller chercher... c'est un projet qui est spécial pour l'entreprise Eaton, le magasin de Montréal. Mais d'où vient cette idée d'offrir un aménagement art déco? C'est qu'en fait, Eaton veut imiter les grands magasins parisiens et américains qui, à l'époque, beaucoup d'entre eux vont s'aligner avec cette nouvelle esthétique qui est appliquée à l'univers commercial, c'est-à-dire l'art déco, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont travaillé cette esthétique, donc qui l'ont créée, qui se sont intéressés justement à l'univers commercial, voyant que c'était tout un univers leur permettant de transmettre leur travail. Et donc, on voyait beaucoup de potentiel, en fait, dans l'espace commercial comme étant une façon d'aller rejoindre le public. Et donc, Eaton veut se fait prévaloir du prestige qu'on associe à l'art déco et donc offre cette salle à manger-là. Ils vont par l'intermédiaire ils ont un bureau d'achat à Paris, Eaton, depuis le 19e siècle. Et puis, ils sont sur place activement en train de recruter des artisans. On ne sait pas exactement si Jacques Carlu est engagé depuis Paris ou depuis l'Amérique du Nord, parce que Carlu, il faut savoir que Carlu, c'est un personnage qui est éminemment intéressant en soi. Il enseigne au MIT à ce moment-là. Et donc, il passe la moitié de l'année en France et la moitié de l'année aux États-Unis. Et donc, est-ce que Eaton rencontre Carlu d'un côté ou de l'autre? Bref, on ne le sait pas, mais en tous les cas, il va rencontrer. Puis même, Carlu va tellement être un personnage, Eaton va vraiment être en confiance avec Carlu. Puis on peut penser que cette confiance-là, elle vient du fait aussi qu'il est familier avec le continent nord-américain. Mais on va chercher cette espèce de prestige associé au luxe, au style français, le style art déco, que Carlu a par son identité française. Et donc, c'est ça. Carlu va même être un personnage tellement important qu'il va même recommander un autre décorateur à Eaton, l'emploi d'un autre décorateur qui s'appelle René Serra, qui lui va venir plutôt... il va être engagé comme décorateur officiel pour des intérieurs modèles dont Eaton va se doter là, dans les années 30 à son magasin de Toronto et de Calgary. Donc, oui, c'est vraiment pour le prestige et pour se présenter comme étant un lieu très éminemment moderne, en phase avec le mode de vie. Puis, on veut montrer aux gens c'est quoi, en fait, le mode de vie des années 30 avec celui-ci. Que d'ambition, que d'ambition. Donc, on va faire appel à Jacques Carlu pour concevoir ici ces lieux-ci. Est-ce que Jacques Carlu a pu réaliser exactement sa vision ou il a dû faire quelques concessions par rapport à ses plans initiaux? Oui, bien, Carlu fait, si on compare les dessins préliminaires, dans son ensemble, l'espace, il est pas mal ce que Carlu avait en tête. C'est intéressant, même le choix de Carlu pour Eaton, c'est intéressant parce que Carlu, à l'époque, il n'est pas particulièrement connu. Il va être connu par après quand il va faire le Palais de Chaillot, le Trocadéro, en fait, à Paris. Mais donc, c'est quand même un choix ambitieux de la part d'Eaton parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Malgré qu'il ait gagné le Grand Prix de Rome en 1911, qui est comme le prix des architectes en France, Carlu n'a rien fait encore, rien à son actif. Il faisait beaucoup de décorations intérieures. Oui, puis plutôt, des plus petits projets, rien de cette ambition-là. Et donc, ils vont l'engager, ils vont lui faire confiance, puis ils lui font assez confiance parce que c'est vraiment progressiste pour l'époque, là, ce qu'il fait ici. Justement, je le mentionnais tantôt, mais par rapport... en France, le style art déco était peut-être plus dans l'utilisation des matériaux. Il n'y a pas d'espace aussi monumental à l'époque. Donc, Carlu, vraiment, on lui fait confiance. On lui laisse faire ce qu'il veut. Par contre, ce qui n'a pas été traduit en réalité par rapport à ses dessins d'origine, c'est dans le mobilier, où on va être un peu plus réticent à suivre ses ambitions très modernes. Bauhaus. Oui, exactement. Ouais. Dans les dessins, c'est assez incroyable. C'est que Carlu propose un mobilier en acier tubulaire. Et ça, à l'époque, c'est malgré que Marcel Breuer du Bauhaus
a lancé ses premières chaises là, avec ce matériel-là dans les années 20. Au début des années 20, c'est pas encore intégré chez les gens. Puis ça, c'est incroyable que Carlu fasse cette proposition-là. Puis, ben, on ne sait pas exactement pourquoi Eaton ne va pas décider d'y aller là, avec ce choix que Carlu a fait à l'origine. Peut-être que c'était difficile à fabriquer ici. Exactement. Il y avait énormément de difficultés. Les fabricants canadiens n'étaient pas encore rendus à leur déco. Ben, non, en fait, dans cette technique-là de ce matériau-là. Il faut penser quand même que les marchands de meubles, les fabricants, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre, et donc c'est d'être au goût des gens. Et puis, les gens n'étaient pas encore rendus là. Et donc, oui, il y avait un enjeu de réalisation si les meubles avaient été réalisés ici au Canada. Mais en tous les cas, peut-être qu'Eaton aussi était un peu frileux avec cette grande modernité qui venait avec le mobilier. C'était correct dans l'architecture, mais dans les meubles, on voulait quand même des chaises en bois, quoi. Donc, c'est à voir, mais c'est intéressant, en fait. Puis c'est incroyable, oui, cette proposition qu'il fait. Rebonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Maude Bouchard-Dupont. Nous sommes de retour à notre entrevue avec Marie-Maxime de Andrade, doctorante en histoire de l'art et grande spécialiste du 9e. Nous venons d'entendre la soprano australienne Florence Austral. Celle-ci fut invitée pour la grande inauguration de l'Auditorium des magasins Eaton à Toronto en 1931. Donc, cet auditorium qui a été également conçu par Jacques Carlu et son épouse, Natacha Carlu, ce qui nous amène à notre prochaine question, Marie-Maxime.
L'un de vos objectifs de recherche était, je crois, de mieux connaître les artisans du 9e. Est-ce que vous pouvez nous parler de certains d'entre eux? Et bien sûr, je pense ici à Natacha Carlu qui a réalisé les magnifiques fresques qu'on voit ici au 9e. Oui, donc en effet, c'est un des grands objectifs de ma thèse, c'est un peu de mettre à jour le réseau de sociabilité créative qui gravite autour du grand magasin Eaton dans son ensemble, et notamment le 9e, puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a au moins 2 importants qui vont y travailler. Donc, on a déjà parlé de Jacques Carlu, donc un architecte français qui va avoir surtout une carrière prolifique après Eaton. On peut penser que c'est un des éléments qui a d'ailleurs lancé sa carrière. Puisque c'est intéressant, il y aura une grande réception autant locale à l'ouverture du 9e que nationale, mais aussi à l'international. Il y aura des articles qui vont paraître aux États-Unis comme en France sur le 9e, justement. Donc, Carlu va sûrement, ça va du moins bonifier grandement son CV que faire le 9e. Puis, quand il vient faire le 9e, Carlu, bien, il amène avec lui sa compagne, sa femme, qui s'appelle Natacha Carlu. Natacha Carlu, ça, c'était un des grands mystères. C'est un personnage qui était peu connu avant que je m'aventure à essayer de faire un peu plus de recherche sur elle. Le grand enjeu du pourquoi on avait beaucoup de difficultés à savoir qui elle était, c'est qu'en France, elle est connue comme Anne Carlu. Oui. Puis, rajouter à cela qu'elle a son nom de jeune fille qui est Pecker. Donc, en tout, ça fait plusieurs combinaisons possibles de Anne Natacha, Anna, Natacha, bref, Carlu, Pecker, tout est possible. Donc, elle est connue sur plusieurs noms différents. Moi, j'ai été capable de la retracer à Paris. Donc, elle va naître dans une famille de médecins. Et puis, elle aussi, une famille de médecins, et puis il faut le dire, ce qui est intéressant là, pour la petite histoire, en fait, la grande histoire, c'est que sa famille est d'origine juive. Et on peut penser aussi, c'est une des raisons pourquoi les Carlu vont extensionner leur séjour en Amérique du Nord lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle va perdre 2 frères dans les camps de concentration. Donc, qui est toute une histoire qui expliquerait aussi peut-être pourquoi, par la suite, elle va délaisser une partie justement de son nom. Et donc, Natacha Carlu, c'est ça, elle s'était destinée à une carrière en médecine et puis rencontre l'homme qui deviendra son mari. Elle le suit, Jacques Carlu, pour faire son temps à Rome lorsqu'il gagne son Grand Prix. Et elle va se mettre à dessiner, puis son mari va l'encourager dans ses ambitions créatives. C'est intéressant de la façon que Carlu, d'ailleurs, on a déjà échangé, toi et moi, sur ce sujet-là, mais comment Carlu va parler du travail de sa femme, aussi comment sa femme en vient à travailler dans une espèce de perspective un peu primitive où il va dire moi, je n'ai pas laissé ma femme aller chercher une formation artistique, j'aimais son expression brute, donc c'est-à-dire un peu ce côté enfantin sans formation, en fait. Puis c'est fou, c'est oui. Mais il faut dire que, justement, chez les artistes de sa génération, Carlu, ou peut-être celle aussi avant lui, il y a beaucoup de cet intérêt pour une expression esthétique qui soit pure, c'est-à-dire sans intermédiaire de formation. Eux qui ont eu une formation s'intéressent à ça. Puis c'est notamment ce que va faire Paul Poiret. Puis pourquoi je mentionne Paul Poiret, c'est parce que c'est un personnage, c'est un grand couturier français qui va être très influent dans la période juste avant l'Art déco et qui est un peu le personnage qui va influencer en fait les grands magasins dans leur choix là, dans leur choix esthétique. Il va même, d'ailleurs, Paul Poiret va présenter ses collections de mode chez Eaton. Et donc, Paul Poiret va créer un atelier de décoration, comme tous les grands magasins parisiens vont faire par la suite. Donc, il va créer un atelier de décoration. Il va engager des jeunes femmes qui n'ont aucune formation. Puis, lui, ce qu'il aime, c'est qu'en fait, elles vont créer des motifs qui sont complètement nouveaux, des motifs floraux. Elles vont devoir s'inspirer de la nature, puis c'est ce qu'il fait valoir, le fait que c'est une expression brute et pure. Et c'est un peu le même discours qu'on trouve chez Carlu quand il parle de sa femme. Alors moi, ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant parce que ça venait un peu aussi... puis après, ça, il faut penser que c'est le personnage que Carlu aussi donne publiquement parce que moi, j'ai pu retrouver toute leur correspondance, toute une partie de leur correspondance qu'ils ont pu avoir entre eux. Puis il y a beaucoup d'amour dans ce couple qui n'aura jamais eu d'enfant. Et donc, tout ça pour en venir au 9e. Et donc,
Jacques Carlu va demander à Natacha de peindre 2 murales. Ils sont immenses, hein, ces murales? Oui, immenses. Et puis, clairement, donc, elle était des premiers, en fait, ces murales, elles étaient intégrées dès les premiers instants au projet de Carlu, donc qui a imaginé sa salle autour de ces 2 œuvres-là. C'est ce qu'on voit dans les dessins préparatoires. Et puis, toute son architecture, en fait, est faite autour de ces 2 axes comme ça qui sont verticales. Et donc, Natacha Carlu va faire ces deux magnifiques toiles. Elle va les faire dans son studio, dans leur studio que le couple occupe à New York. Et elles vont être transférées là, ici à Montréal en 1931. Donc, on a une qui porte pour titre « Les plaisirs de la chasse », puis l'autre, c'est « Les plaisirs de la paix ». Donc, on retrouve plein de figures féminines dans un paysage très naturel et des figures féminines, il faut le dire, qui sont très stylisées, là, qui sont dans le style art déco. Donc, elle aussi, là, elle se revendique de cette même esthétique, tout comme son mari. Excellent. Et il va faire appel, si je ne me trompe pas, à des artisans français pour faire des bas-reliefs. Oui, il y a Denis Gélin qui va faire les bas-reliefs, qui d'ailleurs, ça c'est une des surprises pour moi. Ils me paraissent beaucoup plus gros que ce que je m'imaginais, donc ils sont très importants dans le lieu. Et aussi, moi, dans mes recherches, ce qui m'intéressait, donc ça, c'est ce que j'appelle le groupe de créateurs français qu'Itune va aller chercher de l'extérieur, mais aussi, ils ont leur équipe de décorateurs maison à eux qui travaillent dans le magasin, qui vont d'ailleurs organiser des expositions d'art dont je faisais mention juste avant. Et donc, il y a aussi ce rapport-là entre décorateurs français et décorateurs locaux. Et donc, il y a toute une relation qui va s'établir entre... Bon, il faut que je les nomme, en fait, parce que c'est ça qui est important. Ouais. Donc, ces 2 décorateurs, en fait, ces deux figures là, qui portent l'équipe de décoration du magasin de Montréal, c'est Émile Lemieux et Jeannette Meunier. Donc, Émile Lemieux, lui, c'est un décorateur qui travaillait pour Goodwin. Donc, même avant, c'est que son contrat va être reconduit par l'entreprise Itune lorsqu'elle achètera le magasin. Lemieux, qu'on dit qu'il a éminemment voyagé pour son époque, qui connaît bien justement le Bauhaus, tout ça, il a été en Europe, aux États-Unis, et va clairement dans les autres étages du magasin. Donc, il y a un étage qui est très important quand on parle de communauté créative comme ça, c'est le 5e étage. Au 5e étage, c'est là qu'il y a la galerie d'art. Mais c'est là aussi que Itune va inaugurer une section dans laquelle ils vont présenter des intérieurs modèles. Et donc, c'est un peu comme une disposition d'IKEA qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des pièces modèles pour vous montrer comment intégrer ces différents éléments du mobilier chez vous. Et ça, Lemieux va le faire dans un esprit très moderne, dans une esthétique très art déco. Donc, ça, c'est complètement nouveau à Montréal. Donc, c'est une façon aussi pour que ce qu'on voit au 9e, qui est créé par Carlu, Émile Lemieux le met en scène, cette même esthétique la met en scène quelques étages plus bas pour que que la clientèle puisse la ramener chez eux. Oui, ça, c'est fantastique. Le 9e devient comme une espèce d'immense salle de montres pour l'art déco. Oui, d'une certaine façon. Puis on le vend en bas. Oui, bien, c'est l'idée commerciale derrière le tout. L'art déco, c'est un style qui est global et qui se vend bien. C'est-à-dire, c'est difficile à dire si le style intéresse les gens, mais est-ce que les gens les ramènent chez eux? Ça, c'est tout un autre débat. Puis c'est la difficulté des historiens, c'est d'être capable de savoir qu'est-ce que les gens achetaient finalement, parce qu'on n'a pas les livres de compte, on ne sait pas qui a acheté quoi. On a les catalogues, on a les images, mais ça aussi, cet intérieur-là modèle dans le style moderne, s'appelait l'intérieur moderne, puis on ne sait pas en fait ce que les gens ont acheté, puis c'était un mobilier qu'on peut imaginer un peu plus de niche, c'est-à-dire un peu plus réservé, c'était réservé à une clientèle un peu plus d'élite, parce que c'était le mobilier c'était des importations européennes, il n'y avait pas de fabricant canadien qui faisait ça. Mais donc, Émile Lemieux va mettre ça en scène quelques étages plus bas avec sa collègue qui s'appelle Jeannette Meunier, qui, elle, qui est une décoratrice montréalaise, qui a une carrière assez intéressante. Par la suite, elle va mener sa carrière indépendante. Elle va arrêter de travailler pour Itune en 1931. Puis bon, ça, en soi, c'est intéressant, puis c'est l'année où elle se marie avec
l'artiste André Bieler, qu'elle va rencontrer d'ailleurs lorsqu'elle organise une des expositions des artistes de la province de Québec. Elle va le rencontrer dans ce cadre-là. Donc, elle fait appel à des artistes, puis André Bieler expose ses œuvres, et puis c'est comme ça que le couple va se former par iTunes. Et donc, Jeannette Meunier va devoir quitter l'entreprise lorsqu'elle se marie. On ne sait pas si c'est de son plein chef ou si c'est une politique d'Eaton, parce que clairement, Eaton poussait quand même ses employés femmes à ne pas poursuivre leur carrière lorsqu'ils étaient mariés. C'est une entreprise qui est éminemment patriarcale, dans un schéma très, très traditionnel, rigide. Et donc, c'est pas la coutume que d'avoir des femmes mariées qui travaillent ici. Et donc, bon, là, c'est une supposition, puisque j'ai rien qui nous prouve ça, mais du moins, à partir de 31, Jeannette Meunier aura sa carrière de décoratrice indépendante et elle va faire un mobilier en acier, va créer des mobiliers en acier tubulaire qui sont assez exceptionnels et progressistes à Montréal. Oui, notamment qui a été présenté au Musée des Beaux-Arts de Montréal dans le cadre de leur exposition sur les femmes, les femmes designers. Donc, oui, vraiment un exemple de mobilier d'inspiration Bauhaus ultra précurseur au Québec, mais même au Canada là, en général. Incroyable. On en parle un petit peu. Quel a été l'accueil du restaurant là, quand on l'a ouvert à la fin janvier 1931? Comment les Montréalais ont réagi à ce style tout à fait novateur, à ce restaurant dans un style qu'on n'avait jamais vu auparavant? Bien, l'accueil est assez incroyable selon ce que nous laisse entendre la presse écrite. Là. Je pense que c'est Le Devoir qui dit qu'on estime qu'il y a des centaines, voire même des milliers de personnes vont venir. 1700 personnes. Oui, ça c'est un chiffre qui revient dans la presse écrite. Donc, la même journée, là, pour une salle qui peut en contenir 600, c'est quand même... Oui, c'est quand même exceptionnel. On dit même qu'on va devoir refouler des gens qui vont avoir fait la file, c'est ça, à midi et demi, là, les portes ouvrent. Et puis, on se retrouve un peu pris, en fait, avec trop de monde qui veulent venir vivre l'expérience, parce que c'est toute une expérience là, qu'on leur offre ici. C'est pas juste un simple repas, là. C'est aussi cette expérience de l'architecture, l'atmosphère art déco, avec aussi... on n'en a pas parlé, mais il y a des bouches d'aération qui sont superbes, mais il y a aussi tout un système de son aussi intégré à la salle. Donc, on peut penser que c'est ça, une ambiance complète qu'on leur offre. Puis tout le monde s'empresse là, à venir, vouloir en fait faire partie là, des premiers repas servis par Eaton. Et puis, quand on pense au 9e, on pense au restaurant, on pense à la nourriture. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bientôt l'heure du dîner. Je me demandais quelles ont été les inspirations pour le menu d'origine, ça je peux dire. D'ailleurs, à un moment donné, Eaton va même avoir un menu pour enfants ici au 9e. Quelles sont les inspirations pour le premier menu? Vous l'avez pris en photo dans les archives de l'Ontario, si je ne me trompe pas? Oui, il existe quelques copies comme ça, là, des menus, qui évidemment qui a changé au travers le temps. Donc, on sait que c'est un menu bilingue. Donc, en soi, ça, c'est intéressant là, pour l'entreprise qui, au début de son histoire, a demandé à sa clientèle francophone d'écrire en anglais. Donc, clairement, vient à Montréal avec une espèce de souci quand même d'aller vers cette clientèle francophone, donc intéressant. Mais pour ce qui est là, du contenu du menu, je sais qu'il y a tout un marketing autour de l'identité du 9e là, au sujet de ses influences françaises et le glamour qu'on associe là, justement aux influences françaises. Mais ce qui a particulièrement motivé l'entreprise à ouvrir un restaurant, c'était en fait ce qu'on fait valoir beaucoup dans le menu qui est offert, c'est son apport diététique. Incroyable. Oui, parce qu'en fait, la modernité du lieu, elle se traduit aussi dans la modernité des choix qui sont faits dans l'offre de restauration. Et pour ce faire, l'entreprise va engager Violette Riley, qui est une nutritionniste canadienne qui, pendant la Première Guerre mondiale, a travaillé pour les hôpitaux militaires canadiens. Et donc, c'est vraiment, ça, c'est le projet d'Eaton, c'est d'offrir un menu qui soit équilibré et nutritif. Donc, d'offrir une modernité alimentaire d'une certaine façon. C'est remarquable, hein? Je ne sais pas ce que les diététistes en diraient aujourd'hui, mais... Mais c'est intéressant, ce qui m'a appelé beaucoup, ce que j'ai pu remarquer, là, qui revenait fréquemment dans le menu, c'est qu'on offre souvent de changer votre soupe pour le fameux cocktail aux tomates qu'on peut s'imaginer être une petite... un jus de tomate. Avec un céleri, peut-être? Oui, c'est ça qu'on peut s'imaginer. Puis bon, on sait que Eaton était principalement ouvert pour le lunch et pour le thé, et aussi pas d'alcool.
Ah oui. pas d'alcool ouais. chez Eaton, parce que la famille Eaton, je vous ai parlé de la famille qui était très patriarcale, mais aussi très chrétienne, et donc il fallait certainement pas servir d'alcool dans ces lieux. Donc voilà, ça c'est sûr que ça fait partie des grandes de ce qu'on voit là, des grandes tangentes en fait qui vont se perdurer dans le temps. Aussi toujours une belle carte de dessert avec toujours de la crème glacée qui est offerte. Puis ça c'est intéressant parce qu'en fait Eaton, il y a les cuisines juste derrière et offrait aussi des comptoirs de pâtisserie à certains niveaux de son magasin. Donc, tu pouvais aussi racheter un peu ce que tu pouvais consommer. Oui, les cuisines faisaient la nourriture pour tous les ensembles des besoins, je dirais, Oui, de pour ce les bâtiment-là, employés, ouais. mais aussi pour, justement, on pouvait en rapporter chez soi. Donc, il y avait les petits comptoirs de pâtisserie là, à différents niveaux. Mais il y a un livre qui est génial, là, qui est écrit par 2 historiens qui s'appelle Lunch with Lady Eaton, Inside the Dining Room of a Nation. Wow. Puis là, vous retrouvez des recettes de produits qui étaient vendus là, justement dans les restaurants Eaton. Donc, si avis aux intéressés, si vous voulez vous faire un repas Eaton, c'est possible. Oui. Le 9e, c'est un endroit qui est vivant. Il y a des milliers de personnes qui ont travaillé, qui l'ont fréquenté jusqu'à sa fermeture en 1999. Selon vous, qu'est-ce qui en faisait un lieu si spécial? Ouf, ben tout le monde a un souvenir avec Eaton. Moi, normalement, j'annonce mes recherches, tout le monde a une anecdote, me dit « Ah oui, je connais le 9e ». Puis c'est relié avec toutes les étapes de la vie peuvent y avoir passé, que les gens se rappellent d'être venus avec leurs grands-parents, leurs enfants. Donc vraiment, c'est un lieu qui a accompagné les Montréalais à toutes les étapes de leur vie. Les gens sont très nostalgiques, ça faisait partie de leur quotidien. Combien de gens disent qu'ils ont eu des petits rendez-vous galants ici, qui se rencontraient une fois semaine, rencontraient leur grand-mère ici. Donc, c'est un lieu qui est très cher aux Montréalais. Puis, c'était une emblème de la ville, un peu comme la coupole des Galeries Lafayette, ça représente Paris. Ici, à Montréal, il y avait le 9e de chez Eaton. Donc, voilà. Ouais, et puis c'est ça. Je pense que les gens aussi, puis ça le montre aussi, ça se traduit beaucoup aussi dans la réponse que les gens ont avec peu importe l'annonce qui est faite autour de ce lieu, c'est que les gens veulent retrouver ce qu'ils ont vécu, mais aussi le partager aussi avec ceux qui n'ont jamais pu encore le vivre. Donc voilà. Puis au-delà de ça, c'est qu'Eaton aussi c'est un grand nom dans l'histoire canadienne. Nous, c'est-à-dire ceux qui ont vécu leur vie après 99, le réalisent pas, mais Eaton, peu importe le Canadien d'un océan à l'autre à qui tu dis le nom Eaton, ça sonne, c'est familier en fait. Ça faisait partie de la vie des gens. Par leur catalogue, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Eaton, une des raisons pourquoi c'est une entreprise qui est aussi connue, c'est par son service de catalogue, donc de vente par correspondance. C'est le Amazon avant son temps. Mais c'est ça, d'un océan à l'autre où on vend autant du matériel agricole, des semences, que de la mode, du prêt-à-porter. Donc, de tout, en fait. Oui, des tondeuses. Oui, exactement. Et donc, Eaton, c'est ça. C'est à Montréal, ce lieu, mais c'est aussi quelque chose qui dépasse même juste le lieu. Là. C'est un grand Oui, nom. et puis pour les gens qui y ont travaillé, il y a un fort attachement pour l'endroit ici. C'est ce qu'on lit dans les derniers articles là, avant la fermeture. Les gens, puis aussi dans le magnifique documentaire Les Dames du 9e, où est-ce qu'on rentre un petit peu dans le quotidien de ces femmes qui sont les serveuses ici. Oui. Puis comment, à une autre époque, là, on a parlé des années 30, où est-ce qu'il fallait quitter le milieu du travail quand on se mariait, mais dans les années 80-90, c'était surtout des femmes mariées qui travaillaient ici parce que c'était pratique. Au point de vue des heures, on travaillait à l'heure du dîner, ce qui est parfait pour être serveuse. Tu ne peux pas travailler de soir quand tu as des jeunes enfants à la maison. En effet, on avait ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais des serveurs de carrière, ou presque plus du moins, des serveuses de carrière qu'on voyait chez Eaton. Puis il faut dire qu'Eaton aussi offrait plusieurs avantages à leurs employés. Bon, c'était une façon aussi d'éviter la syndicalisation, mais on leur offrait beaucoup de services. Donc, c'est vrai que pour certains, ça pouvait être intéressant. Donc oui, beaucoup de gens qui se rappellent ont un lien, un attachement avec ici. C'est un lieu éminemment humain, l'histoire du 9e.
Absolument. À la fermeture du 9e, dans la foulée de la faillite de Eaton en 1999, Héritage Montréal va faire une demande de classement d'urgence au ministère de la Culture du Québec. Selon vous, est-ce que ça a été un geste crucial pour sa préservation? Oui, j'en suis convaincue. Bon, c'est sûr que moi, c'est le début de l'histoire du lieu qui m'importe, mais si on peut en profiter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce classement-là, et ça, j'en suis convaincue. Puis, un des aspects du classement qui, à mon sens, puisque là, je vais mettre mon chapeau d'historienne de l'ameublement et du design, mais c'est que le mobilier est classé. Ouais. On a vraiment compris dans ce classement-là c'est quoi l'essence du lieu, c'est quoi le style art déco, c'était quoi le projet de Carlu et d'Eaton. Ça passait aussi par l'ameublement. Si on avait conservé que la salle, je pense qu'on aurait perdu quelque chose. Si on avait pu ce mobilier encastré, ben, je le pointe, ouais. Les gens ne peuvent pas le voir, mais qui est magnifique en métal monette, ben, on perdrait quelque chose. Et donc, je pense que ça a été hyper intelligent. Bon, après, je pense que toi qui travailles chez Héritage Montréal, tu pourras en parler plus que moi, mais je pense que c'est un classement qui a été très intelligent, la façon qui a été formulée, du moins du point de vue du mobilier, là, à mon Absolument, sens. Puis c'est rare, en fait, d'avoir du mobilier. En fait, un classement intérieur pour un bâtiment patrimonial, c'est exceptionnel. Oui. Donc, on a ici, justement, puis ça a été le défi aussi de la restauration qui a été faite à partir du début des années 2020, c'est de garder les lieux dans une authenticité, puis de le ramener à ce qu'il c'était au début des années 30. Ouais. Donc, remettre des teintes qui se rapprochent des descriptions que Jacques Carlu en fait au moment de l'inauguration. Donc, on perd le orange et vert qui était là dans les années 80, qui fait partie des modifications qu'il y a eu à travers le temps. Donc, on a... Franchement, grâce à ce classement-là, Héritage Montréal ne fait pas des demandes de classement à toutes les années, là, c'est assez rare, mais on a pu avoir ce lieu-là ici puis avoir accès 25 ans plus tard, après sa fermeture. Donc, c'est ce qui termine cette entrevue que je trouve trop courte, ma foi. Merci infiniment, Marie-Maxime. Ça a été un véritable plaisir de découvrir le 9e avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, moi, de le voir en vrai pour la première fois. C'est dommage que ça prenne un doctorat pour qu'on y ait, de faire son doctorat sur ce lieu pour y avoir accès. Non, ben on va aller dîner, là, justement. Ouais. On espère qu'il soit plus ouvert quand même. Oui, dans le souhait d'en faire un lieu un peu plus public. Donc, j'espère que ça a donné le goût à nos auditeurs, nos auditrices de venir faire un tour au 9e et de découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique de Montréal. Je m'appelle Maude Bouchard-Dupont, je suis historienne et animatrice. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette entrevue sur le 9e en collaboration spéciale avec notre partenaire de diffusion Héritage Montréal. Nous sommes sur les ondes de Radio Ville-Marie. C'était notre édition hebdomadaire de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio, ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.